Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 45. Je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien, comment tu vas? Salut Thomas, oui, déjà 45, ça va vite, ça va super vite. Bientôt les 50 et bientôt les 30 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Continuez à cliquer sur cet petit bouton d'abonnement là. Ça nous fait très plaisir et ça récompense quand même beaucoup de taf. Merci évidemment à tous. Qu'est-ce que c'est que Pop News? C'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle, avec comme d'habitude les news, les brèves de la semaine, le point box-office, le gros sujet de la semaine qui est dédié au prix des places de cinéma en France. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est plutôt peu cher? Bon, on verra évidemment, mais vous connaissez un petit peu la réponse. On va aussi essayer de donner un petit peu des tips pour payer un petit peu moins cher ces places de cinéma. Ensuite, le radar des sorties de la semaine. Et enfin, des recos pour terminer l'émission. On va vous rappeler bien sûr que il nous faut évidemment un petit peu de followers sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre directement sur YouTube, sur Dailymotion, sur Twitch, où on est live tous les lundis à 20h30, sauf quand on décale l'émission et que les poppies sont tout à fait au courant, parce qu'ils ont suivi les informations. Vous pouvez aussi nous suivre sur Discord et nous donner quelques deniers sur notre page Ko-fi, et balancer quelques étoiles sur les plateformes de podcast où vous êtes présents. D'une manière générale, dès que vous nous voyez sur un réseau social, cliquez sur le petit bouton like, on est là. Et sur le commentaire, ça fait toujours plaisir. Même un commentaire bullshit, hein, ça fait toujours super plaisir. C'est bon pour les algos. Voilà ce qu'il faut dire. T'es un professionnel, Thomas, je te le dis, tu fais ça bien, tu fais ça comme un chef. C'est toi le professionnel. Non, c'est toi, arrête. C'est vous les professionnels. Ah, c'est vous, allez. On est parti. Allez, c'est parti pour les news de la semaine. Je commence d'ailleurs avec des informations. Il faut que je règle un petit problème technique avant de commencer, aucun problème parce technique. que sinon ce serait pas rigolo. Allez, c'est parti. Alors, première grosse news de la semaine, elle est signée Canal+, le groupe Canal qui a causé dans le poste aujourd'hui, puisqu'ils ont présenté le 29 avril, donc lundi, un nouveau plan, le lancement d'un nouveau label qui s'appellerait Studio Canal Stories. Ce 29 avril a vocation de produire des adaptations de livres. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un rapprochement entre les groupes Vivendi et les groupes Lagardère, et qui a permis à Canal de se rapprocher de Hachette Livre. Hachette, qui est le premier éditeur en France, le troisième éditeur dans le monde d'ailleurs, Tout à fait. et donc qui détient beaucoup de livres, dont Astérix, et c'est justement une adaptation qui va être faite par Studio Canal Stories pour le 6e film live-action de la saga. Maxime Saada, le PDG du groupe Canal, s'est exprimé à ce sujet. Il dit « Notre premier projet pour inaugurer en beauté ce nouveau label sera la prochaine adaptation de la franchise la plus puissante de Hachette, en bande dessinée et au cinéma, le numéro 1 absolu de toutes les catégories, le personnage français le plus populaire à travers le monde, Astérix, dont Studio Canal développera le prochain film en live-action. » Ce qui me permet de vous rappeler un petit peu quels sont les projets Astérix en cours à l'heure actuelle. On a toujours un film animé qui est prévu pour 2026 et produit par M6, mais aussi une série animée dirigée par Alain Chabat pour Netflix, qui est prévue en 2025, qui est basée sur Le Combat des Chefs, la BD qui était sortie en 1966. Alors, dernier rappel évidemment, c'est le plus récent. L'an dernier est sorti Astérix et l'Empire du Milieu, que je vous encourage évidemment à écouter notre épisode de Pop Tier, critique absolument objective sur cette œuvre de cinéma absolument totale. On va rappeler 65 millions d'euros de budget, au final 4,6 millions d'entrées en France, c'est loin des 7 millions qui étaient attendus. On estime qu'il est quand même plus ou moins rentré dans ses frais grâce aux sorties internationales et à son exploitation sur Netflix. Et les éditions Albert René, d'ailleurs, dans le communiqué de presse qui a été publié hier, disent qu'il s'agit d'un succès. Oui, mais je crois... Bon, déjà, ils peuvent pas trop dire le contraire, c'est compliqué, mais je crois qu'il a bien fonctionné, comme tu dis, hein, dans certains pays de l'Est, notamment. Je crois qu'il y a des pays où ça a très bien fonctionné. Pour la news qui nous intéresse vraiment, là, aujourd'hui, le fait que Studio Canal investisse, en fait, de l'argent dans, déjà, une nouvelle franchise, enfin, une nouvelle branche de Canal, c'est intéressant. Très important. De voir que ça avance côté cinéma chez Canal, qu'ils n'oublient pas du tout le ciné, et que, aussi, pour Astérix, on n'a pas d'infos, hein.
sur le réalisateur, sur les castings, sur l'histoire. Est-ce que ce sera une histoire inédite? Est-ce que ce sera une adaptation? Pour l'instant, on ne sait rien du tout. Et je pense que Saada est pas idiot et il a bien senti que l'Empire du Milieu n'a pas trop plu au public et à la critique, donc il va peut-être s'éloigner d'une aventure inédite. Enfin, moi, à sa place, je m'éloignerais de ça. Et il y a plein de tomes à adapter. Hein, très important, parce que c'est un vrai camouflet, si on pourrait dire, par rapport à Pathé, qui produisait précédemment les épisodes live-action des adaptations d'Astérix, qui se voit un petit peu subtiliser la main sur cette adaptation, et c'est pas n'importe quelle franchise non plus, hein, sur le paysage audiovisuel français. Donc très honnêtement, oui, voilà, il fallait absolument qu'on vous en parle aujourd'hui. Alors évidemment, on s'imagine bien que ça sera pas pour reprendre les mêmes que l'Empire du Milieu, étant donné sa réception critique et sa réception publique, hein, on va le rappeler quand même, c'est 1,8 de note hallucinée publique, l'Empire du Milieu, c'est des très 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 mauvaises critiques, et au final, des retours commerciaux en France assez décevants, puisque on l'attendait plutôt aux alentours de 5, 6, 7 millions d'entrées, et ça n'a pas été le cas. Voilà pour cette news du côté du paysage français. On va aller du côté des États-Unis avec Aaron Sorkin, qui parle de Social Network 2. C'est ça, Aaron Sorkin, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le scénariste de Social Network, tu viens de le dire, c'est aussi le scénariste et le créateur de À la Maison Blanche, l'excellente série sur les coulisses de la Maison Blanche, voilà, du président et de son staff. C'est un grand nom, voilà, du scénar aux États-Unis, et là il plancherait sur une sorte de The Social Network 2 qui porte pas son nom, hein, qui porte pas ce nom-là, mais qui s'intéresserait en fait, ce scénario et ce futur film, à l'insurrection du Capitole et aux dérives de Facebook. Justement, on sait que c'est Facebook qui a un peu aidé grandement à la prise du Capitole le 6 janvier 2021. Et donc Aaron Sorkin en fait serait en train de plancher sur un scénario qui explore le rôle du réseau social de Mark Zuckerberg dans l'insurrection du Capitole le 6 janvier 2021. On sait que The Social Network était un film très aimé par la critique et par le public, parce qu'en fait il avait réussi à un petit peu capter ce qu'était la personnalité de Mark Zuckerberg et tout ce que ça a pu amener comme dérive la création qui est la sienne, avec son film The Social Network sorti en 2010. Si ce film-là, ce prochain film n'est pas une suite directe évidemment à The Social Network de David Fincher, ça s'inscrit vraiment dans la continuité des thématiques explorées par le premier film, puisqu'il va s'attaquer, donc comme je l'ai dit, à l'impact de Facebook sur la société et sur la démocratie notamment, et sur sa puissance en fait et le pouvoir qu'a Facebook et les réseaux sociaux en général sur la politique et la démocratie. Pour l'instant, le projet n'a pas de réalisateur officiel, mais peut-être que David Fincher, qui avait réalisé, comme je l'ai dit, The Social Network, pourrait revenir pour reprendre le rôle de réalisateur. On rappelle donc évidemment, Aaron Sorkin est très au fait de ce qui se passe dans la démocratie, puisqu'il a récemment écrit le scénario du film The Trial of the Chicago 7, donc les 7 de Chicago, qui explorait les tensions sociales et politiques aux États-Unis dans les années 60. C'est un film produit par Netflix, et on imagine qu'il a de quoi faire avec tout ce qui s'est passé dernièrement en politique aux États-Unis, et c'est pas sans rappeler, et j'en parlerai en fin d'émission, de Civil War, qui s'intéresse aussi un petit peu à la polarisation de l'Amérique en ce moment, et du fait que c'est un pays fracturé quoi, et complètement scindé en deux, et on voit qu'il y a d'un côté des gens qui vont prendre le Capitole et d'autres qui regardent ça de loin, et on se demande ce qui se passe, et voilà. Donc il y a beaucoup de choses, je pense que ça peut être un film super intéressant, mais il n'y a pas de date de sortie, il n'y a rien du tout pour l'instant. Un film qui a beaucoup de choses à dire. Est-ce que c'est un film que les gens iront voir? Je pense aussi, Civil War, les gens sont allés le voir, et on disait ça à l'époque, je me rappelle très très bien de la sortie de Social Network en 2010, c'est il y a quand même 14 ans, il faut se rappeler que Facebook est arrivé dans le monde il y a très peu de temps à ce moment-là, ça faisait quoi, 6 ans, la création de Facebook, c'était en 2004 je crois. Non, c'est 2004, la création de Facebook c'est 2004, mais la démocratisation de Facebook c'est autour de 2006, 2007, 2008. Donc en fait ça faisait très peu de temps, et à l'époque on disait un film sur Facebook alors que le truc vient à peine de débarquer, c'est quand même un peu lunaire quoi.
et ça reste un excellent film, voire l'un des meilleurs pour moi de Fincher, quoi. Donc voilà, moi je suis très curieux. Après, faut pas qu'il le sorte trop tard, quoi, parce qu'il y a la prochaine élection qui arrive bientôt, quoi. Mais... Projet intéressant en tout cas, carrément, à suivre. On vous en reparlera. Tout comme Deadpool and Wolverine qui sort très prochainement au mois de juillet, donc dans 3 mois en fait, hein, déjà. Ouais. À ce sujet, Sean Levy, donc le réalisateur de ce 3e film, a donné une interview à l'Associated Press aux États-Unis et répond un petit peu à la question: est-ce qu'il faut être un fin connaisseur du MCU pour kiffer Deadpool 3 ? Vous savez que c'est de plus en plus une question dans le paysage très clairement sclérosé de la Marvel fatigue désormais, où tu te dis, mais attends, est-ce qu'il faut vraiment que j'ai vu les 32 projets du MCU avant de pouvoir aller voir ce film-là ? Donc, évidemment, maintenant on a la fameuse question, c'est est-ce qu'il faut avoir tout vu ? Bon, évidemment, Sean Levy se montre très rassurant, et voici ce qu'il dit: j'étais bon élève à l'école, je sais faire mes devoirs en tant qu'adulte, mais je cherche clairement pas à faire mes devoirs quand je veux aller au cinéma. Bon, un peu comme nous tous, hein, ça paraît assez logique, quelque part. Il dit: j'ai fait ce film avec un grand respect et de la gratitude envers les fans qui sont parfaitement bilingues dans la mythologie et le lore de ces personnages et de ce monde. Je ne voulais pas les prendre pour acquis. Ce film est construit pour le divertissement, sans obligation de venir préparer avec des recherches préalables. Donc voici, évidemment, il devrait rassurer beaucoup de monde qui a forcément très envie d'aller voir ce film, sans pour autant devoir tous fader. Bon, je pense que si t'as vu les 2 premiers Deadpool, t'es plutôt à l'aise. Je pense qu'il faut avoir vu les Deadpool et surtout les X-Men quand même, parce que c'est Deadpool et Wolverine. Je pense que si t'as vu les X-Men avec Hugh Jackman, t'es déjà bien au fait de ce qui peut se passer. Après, il y aura peut-être un petit peu de... comment dire, de friandises, de choses comme ça, parce que si t'as vu Loki, c'est quand même bien mieux, parce que tu vois, t'as les coulisses de ce qui se passe avec la TV, etc. Je suis même pas sûr, en vrai. C'est toujours plus sympa, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais je suis sûr, garniture, quoi. En fait, je pense que maintenant, il faut qu'on s'axe sur des films qui sont capables de donner des clins d'œil aux fans qui les recherchent, mais sans pour autant être trop lourd pour les gens qui sont juste là pour kiffer un coup. Bien sûr, donc, tant mieux. On rappelle évidemment que Deadpool and Wolverine, ça sort le 24 juillet 2024 avec Ryan Reynolds bien sûr et Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Je te donne la parole pour la dernière grosse news de la semaine, c'est le casting de 28 ans plus tard. Je la prends la parole, c'est très gentil parce que je suis très très chaud pour ce film 28 ans plus tard, avec un casting qui a été annoncé et pas n'importe quel casting, puisqu'en fait le film réalisé par Danny Boyle mettra en vedette Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes. C'est quand même 3 grands noms. On rappelle que Johnny Comer est surtout connu pour son rôle dans la série Killing Eve. Aaron Taylor-Johnson, il a joué dans Kick-Ass, Avengers, l'Ère d'Ultron et Bullet Train récemment. Il sera dans Kraven le Chasseur aussi en fin d'année. Et Ralph Fiennes, qu'on présente plus, qui a quand même été Lord Voldemort dans la franchise Harry Potter pendant des films et des films. Voilà, donc ça là-dessus, on est très heureux de retrouver un gros casting. Ouais, c'est quand même très très cool parce que c'était quand même pendant très longtemps, 28 ans plus tard, ou 28 années, je sais pas comment on va l'appeler en France, une Arlésienne. Hein, c'était un film que beaucoup de gens attendaient. Faut rappeler que le 2e épisode de la trilogie, puisque maintenant ça va devenir une trilogie, date de 2007 quand même, donc ça fait quand même très longtemps qu'on attend une suite. Et donc là, on va la voir. On sait, donc comme je l'ai dit, que c'est Danny Boyle qui réalisera le film, que c'est... Alex Garland qui sera au scénario. Alex Garland qui a réalisé Civil War, dont je vais encore parler, je le dis à chaque fois que je vais parler en fin d'émission. Et petit teasing, et que Cillian Murphy, que tout le monde connaît maintenant pour Peaky Blinders et pour Oppenheimer, pourrait reprendre son rôle dans la franchise 28 jours plus tard, donc avec 28 ans plus tard, et ça serait plutôt sympa. Rien n'a été confirmé évidemment, mais Cillian Murphy en interview dit qu'il est toujours chaud et qu'il est en discussion avec ses potes Danny Boyle et Alex Garland, donc pourquoi pas. Les portes sont ouvertes. Exactement, les portes sont ouvertes. On a une date un peu ou pas Alors non, justement, on n'a pas de date de sortie annoncée précisément. 28 ans plus tard, en fait, c'est aussi prévu pour être la première partie d'une nouvelle trilogie avec un 2e volet réalisé par Nia DaCosta. On sait déjà que c'est la réalisatrice qui s'en occupera de ce 2e volet, Nia DaCosta, qui a réalisé The Marvels très récemment, et je n'ai toujours pas vu The Marvels d'ailleurs. Toi, tu l'as vu, The Marvels? Oui, te presse pas, hein.
Non, ok, j'attends qu'il tombe sur Disney+. C'est pas indispensable, hein, très franchement. Ok, et on n'a pas d'infos sur le 3e film de cette nouvelle trilogie. Très bien. Bah, écoute, voilà pour les grosses news de la semaine. On va faire rapidement le rapid fire, bien sûr, des brèves de la semaine. Je vais vous faire ça rapido, j'espère. Avec notamment une série live action de Scooby-Doo qui est en travaux en ce moment chez Netflix, avec comme producteur Greg Berlanti, qui est très connu notamment pour les séries de super-héros de la CW. Il faut que je fasse quelque chose sur le chat. Hop là, merci. Hop. Ensuite, Fallout, qui s'est hissé en moins de 2 semaines comme le 2e meilleur lancement ever de Prime Video, avec 65 millions de téléspectateurs dans ses 2 premières semaines, donc qui est juste en dessous du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. C'est énorme. Succès surprise un peu quand même. De fou. Je pensais pas que c'était aussi apprécié, quoi. Exactement, dont on s'est parlé la semaine dernière et la semaine d'avant dans les recos d'ailleurs. Tout à fait. Jeff Bridges qui s'est exprimé dans un podcast au sujet de son retour dans Tron Ares, donc le troisième film de la saga qui est en ce moment en train d'être préparé par Disney. Le tournage de la saison 2 de Severance est terminé du côté de Apple TV+. On n'a toujours pas de date, cependant, pour la diffusion de cette 2e saison. On s'imagine, vu l'heure, que ce sera plutôt du côté de début 2025, très probablement, sauf s'ils vont très vite sur la post-production. Du côté de Netflix, on a quelques rumeurs concernant le tournage du film Les Chroniques de Narnia par Greta Gerwig, et ce début de tournage serait prévu pour le mois d'août 2024. La source, c'est la même source qui nous a expliqué dès 2022 que Netflix travaillerait avec Greta Gerwig sur une adaptation de Narnia, donc plutôt à prendre avec relativement du sérieux. Steven Knight s'est exprimé auprès de NME au sujet de son film Peaky Blinders et a exprimé qu'il commencerait à travailler dessus au mois de septembre et que le budget serait plus important que Peaky Blinders et donc il va se permettre de faire beaucoup de choses dans cette adaptation, dans cette suite en fait. Cette suite, voilà, on a aussi vu Tom Cruise en plein tournage à Paris de Mission Impossible 8, après Mission Impossible Fallout. Ethan Hunt est donc de retour à Paris, on a évidemment hâte de voir ça au cinéma. Au niveau du casting également du Festival de Cannes, on a appris désormais avec complétion qui ferait partie du jury du Festival de Cannes, avec Greta Gerwig, on le savait, en présidente, Omar Sy, Juan Antonio Bayona, le réalisateur, Hirosaku Koreeda, également réalisateur, Lily Gladstone, l'actrice, et Bruce Elan, Nadine Labaki et Per Francesco Favino. Voilà pour le casting de ce jury. Beau casting quand même. Ouais, beau jury. Très beau jury. Comme d'habitude, très international et de grande renommée quand même. Oui, et là j'ai l'impression de connaître tout le monde, je suis content. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, il y a des cinéastes un peu obscurs, et là tu fais ah ok, ils sont tous un peu mainstream, c'est cool. Je connais. Kraven le chasseur et Karate Kid ont été décalés par Sony dans leur calendrier. Kraven le chasseur, donc avec, comment il s'appelle ce bon monsieur, Aaron Taylor Johnson, qui est évidemment ripped c'est pas, tu me demandes, hein. Dans oui, je te demande évidemment. T'es un petit peu ma roue de secours, quelque part. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. C'est two-man job. Hein. Une two-man army. Kraven le chasseur qui devait sortir le 30 août 2024 aux États-Unis et qui sortira finalement 4 mois plus tard, le 13 décembre 2024. Karate Kid, de son côté, a été décalé au 30 mai 2025. Et je terminerai ces brèves avec une interview des créateurs de Shogun au sujet d'une saison 2 auprès du Hollywood Reporter qui les a un petit peu asticotés sur le fait que la série avait beaucoup de succès et critique et a priori en termes de visionnage. Est-ce que c'est possible que cette mini-série devienne une série à part entière avec une saison 2, etc. Là, c'est pas très franc les réponses qu'on nous donne. Alors, il faut savoir que la saison adapte le bouquin de James Clavell jusqu'à sa fin, donc il n'y a pas vraiment de suite. En revanche, c'est un livre qui est adapté, qui s'inspire de la vraie histoire du Japon. Donc, évidemment,
tu pourrais t'imaginer que tu peux donner une suite à tout ça, reprendre les personnages qui sont encore en vie à la fin de la saison 1 et poursuivre tout ça, même si ça n'adapte pas un bouquin de James Clavell. C'est pas impossible, mais il reste très prudent, donc pour l'instant, il n'y a rien de bien franc en termes d'informations à vous donner à ce sujet. Et t'en parleras en fin d'émission, de toute façon. Ouais, je vous parle de Shogun moi, dans la section reco à la fin de l'émission. C'est le moment de passer au point box-office, Adrien. Allons-y, point box-office qui va pas être très très long cette semaine, et je vais commencer par Challengers, qui prend la tête du box-office américain, avec 15 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation aux États-Unis. C'est un excellent démarrage pour le film porté par Zendaya. En France, il a réussi à faire 21 160 entrées pour son premier jour, avec 30 000 entrées si on compte les avant-premières. Donc c'est pas mal du tout, on sent qu'il y a un bon buzz autour du film, les gens ont l'air d'avoir un bon bouche à oreille, et sur les réseaux sociaux ça marche bien. Okay. Donc je suis curieux de suivre un petit peu la carrière du film au fur et à mesure. Donc, le film de Luca Guadagnino, celui qui avait fait le film avec Timothée Chalamet, Call Me By Your Name. Oui, je poursuis avec Civil War, qui lui dépasse les 50 millions de dollars au box-office américain et devient le deuxième film du studio A24 le plus rentable, juste derrière Everything Everywhere All at Once. Dans le monde, il est déjà à 72 millions de dollars et son budget officiel avoisinerait les 50 millions de dollars. C'est bon. Donc il serait déjà plus ou moins entré dans ses frais. Le film d'Alex Garland, donc encore une fois, dont je vais parler en fin d'émission. Il y a des choses à dire, pas forcément que de choses positives, mais en tout cas c'est un film intéressant. Et je continue ce point box-office avec Godzilla Cross Kong, qui dépasse le million d'entrées en France et totalise 519 millions de dollars de recettes dans le monde. Donc c'est vraiment un énorme succès pour le film du Monsterverse. Magnifique. Et je termine enfin ce point avec Dune partie 2, qui a franchi le cap des 700 millions de dollars de recettes dans le monde. Ça y est, c'est fait. Le film de Denis Villeneuve a franchi la limite. Je pense qu'il n'ira pas beaucoup plus loin, oui. C'est impossible. Mais en tout cas, c'est un énorme succès qui, évidemment, a permis à Warner Bros. De mettre en marche un 3e épisode. Et donc, Denis Villeneuve va plancher dessus dans les prochaines années. Voilà. Et donc, c'est probablement la dernière fois que tu nous parles de Dune 2 dans ton point box-office, en fait. Ah oui, enfin, ça y est. Possiblement. mais bon, je vous ai servi quand même, toutes les semaines. Il y avait du Dune 2. Franchement, pour ceux qui aiment bien. C'est beau. Sur le désert brûlant d'Arrakis, que nous quittons avec plaisir. C'est la fin du point box-office, c'est l'heure de parler du gros sujet de la semaine. Le cinéma, c'est trop cher. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est pas plutôt une affirmation en réalité? Tu vois le pavé? Tu vois la mare? Nous, le pavé, on le met dedans. Direct, dans la mare. Voilà. C'est un petit peu, on va dire, en fait, quand on s'est parlé de ça avec Adrien, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi cette idée de sujet t'est venue ce week-end? Parce que je suis allé au cinéma, voilà, simplement. Ça aide. Je suis allé au cinéma et là, j'ai vu que ma place coûtait vraiment, coûtait 15,50 € dans un multiplex de centre-ville, évidemment, avec voilà. Quand même, 15,50 €. Et je me suis dit, quitte à payer, autant se prendre des bonbons avec, ça va être sympa. J'arrive, je regarde les M&M's, 6,50 € le paquet. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec la place de cinéma, je suis d'accord, mais ça a quand même trait à ce qui se passe dans un cinéma et l'ambiance et l'expérience du ciné, quoi. Je me suis dit 6,50 €. C'est-à-dire que même si je prends 2 paquets de M&M's dans ce cinéma, ça ne me paye même pas une place plein pot. Ouais, bon, quelque part, il fallait en prendre 2, du coup. Il fallait, c'est ce que j'ai failli faire. Non, mais je suis un gourmand, mais pas à ce point-là. Et donc je me suis dit, putain, 15 balles, 50, quoi. Et j'y suis avec un pote, et avec un pote, on a dépensé 30 balles à deux, quoi. 30 balles à deux pour voir un film, quoi. Et ça fait mal au cul parce que c'était pas de la 3D, c'était juste un film, c'était Civil War d'ailleurs. Et tu fais, mais non, c'est pas possible. Et après. Alors évidemment, il y a des discussions sur les réseaux sociaux où ça se plaint du fait que les cinémas sont trop chers, ce qu'on entend, d'autres qui défendent leur paroisse en disant « mais attendez, vous pouvez trouver des petits cinémas à droite à gauche qui sont moins chers, des petits cinémas de ville, de quartier, notamment à Paris, etc. Si vous avez une carte, vous pouvez faire tout ça. » Alors oui, il y a plein d'options et on va les mettre sur la table et on va en discuter. Mais on voulait quand même en parler parce que c'est vrai qu'il y a un souci, on n'en parlerait pas si le cinéma coûtait... pas trop cher en fait, mais non, on se rend compte qu'il y a un énorme souci parce que ça devient une sortie un peu trop onéreuse pour beaucoup. Nous, on peut se le permettre de temps en temps, mais je sais que quand t'es une famille, tu peux pas en fait. Littéralement, c'est un trou dans ton budget, quoi. Exactement. Je me vois pas, moi, j'imagine que t'es père de 2-3 gosses, tu y vas avec ta compagne ou ton compagnon. Mon Dieu, quoi, enfin, c'est super cher. Exactement. En fait, il faut bien voir que maintenant, on a plusieurs marchés
de la place du cinéma. Il y a évidemment la place qui est encore abordable dans des cinémas de quartier, d'arrêt-essai, de choses comme ça. On a la place dans un multiplex qui est très régulièrement au-delà de 10 €. Et ensuite, on a le marché de la place de cinéma premium. Et ça, c'est très clairement un marché qu'a créé, en fait, le groupe Pathé Gaumont. Oui, UGC l'a pas fait. Non, c'est Pathé qui a lancé ça. Ah bah clairement. C'est-à-dire que il me semble que c'est eux les premiers qui ont lancé la réservation de ta place sur plan. Ça, c'est très bien. Non mais... Oui, mais ça fait partie, je pense, que du flavor, si tu veux, du petit goût de premium, de te dire, je réserve là où je veux être dans la salle de cinéma. Je sais que c'est des cinémas qui sont, en général, pour la plupart désormais, tous refaits depuis assez récemment. Ouais, mais c'est un faux procès, parce qu'en fait, tu fais ça au théâtre et tu fais ça dans des concerts. En fait, donc justement, c'est que, en fait, pour moi, il y a une volonté de faire entrer la salle de cinéma et l'expérience cinéma dans un cadre plus premium que tu pourrais trouver, par exemple, dans une salle de théâtre ou tu vois... Quand tu vas voir une pièce de théâtre, en général, tu payes pas moins de 10 €. Tu payes plutôt 15, 20, 30 €. Beaucoup plus pour certains trucs. Il y a, je pense, un peu cette idée de dire, écoute, oui c'est cher, mais il y a cette envie aussi d'avoir un petit peu de luxe autour de ça. À l'exemple que j'ai moi en tête, parce que j'ai longtemps été parisien, c'est le cinéma, le Pathé Beaugrenelle et le Pathé Montparnasse, où tu vas avoir des salles où tu as carrément des méridiennes sur lesquelles t'allonger, où on te vend la place 20-21 €. Ah mais par contre, ça, je suis prêt à la payer. Oui, non mais voilà. Parce que alors, je précise aussi un truc, c'est-à-dire que moi, j'ai payé 15 balles, mais le siège, j'avais littéralement pas de place pour les jambes. Ouais. Je suis pas le plus grand, mais je veux dire, au bout d'un moment, au bout d'1 heure et demie, tu commences quand même à avoir les jambes qui démangent, quoi, donc t'as envie limite de te lever. T'es serré, t'es complètement serré, t'as pas de porte-gobelet. T'as rien du tout. Alors, j'ai pas de bol. Hein. Le ciné que j'ai, c'est un Pathé de centre-ville, mais il est nul. C'est vraiment l'un des pires. Même il est nul au niveau justement de l'infrastructure, mais il est aussi nul au niveau du son, au niveau de l'image. C'est vraiment le pire, quoi. Et ils te font payer plein pot, quoi. Ouais. Donc voilà, déjà, il y a ça aussi, parce que moi, je suis vraiment prêt à payer 5, voire 10 balles de plus si tu me dis, mec, en fait, tu vas être dans un lit, quoi. Tu vas être dans un canapé en cuir trop bien qui se replie. Limite, tu peux commander à bouffer et t'auras ta bouffe en même temps, tout ce que font les ricains. Et nous, on le fait de plus en plus. Mais en fait, c'est un truc, tout ce que tu viens de décrire, c'est un truc très américain, en fait, qui s'installe de plus en plus chez nous. Mais moi, pour te dire, quand j'ai vécu une année au Royaume-Uni, donc c'était en 2012, c'était déjà ça au Royaume-Uni. Donc tu réservais ta place, c'était hors de prix. Ah ouais? Ah oui, c'est cher, je crois. Oui, c'est très très cher. Et j'ai fait qu'une seule fois le cinéma au Royaume-Uni pendant cette année-là, c'était pour voir 07, c'était Skyfall. Et du coup, honnêtement, alors oui, c'est une super expérience de visionnage, mais par contre, il faut bien se dire que tu vas pas au cinéma tous les 4 matins, quoi. Et il y a aussi ce truc, parce que Gaumont-Pathé, avec UGC, c'est aussi un des seuls acteurs qui propose un abonnement illimité. Et donc, quelque part, le fait d'augmenter leurs tarifs sur le prix normal de la place, ça te fait un petit peu te déporter très logiquement sur l'offre de cinéma en illimité, qui évidemment est très importante pour le groupe, puisque ça leur permet de voir venir des revenus fixes tous les mois. Et donc forcément, de se dire, ouais mais en fait, tu vois, là je suis en train de payer 15 € pour aller voir Civil War, je rajoute 4 €, je suis déjà abonné en solo, tu vois. Ouais. Et donc, évidemment, il y a aussi cette offre commerciale, et je suis sûr c'est fait exprès.
Bien sûr, non, mais c'est un mauvais calcul de ma part aussi, par exemple, de pas prendre de carte là en ce moment. Et tu l'as supprimé il y a pas si longtemps que ça, toi? Oui, je l'ai supprimé, en tout cas, je l'ai pas renouvelé, quoi. C'est vrai que je l'avais pendant 1 an, c'est un abonnement d'1 an, et puis j'aurais pu le renouveler, mais c'est vrai que je sais pas. Il y a des fois aussi, on se dit, des fois, on ira moins au ciné. En fait, c'est sûr, on va moins au ciné, même. Techniquement, on est obligé d'y aller un peu moins si on paye aussi cher, quoi. Mais donc, j'ai pas voulu la renouveler pour des raisons perso aussi. Je vais pas spécialement faire, voilà. Mais c'est dommage d'être pris un peu en otage entre guillemets, de se dire bon, pour que ce soit rentable, en fait. On est bien d'accord. Quand t'es de l'autre côté de la barrière, à chaque fois que tu regardes les gens et que t'as une carte, tu fais bon, moi, au bout de 2 séances, c'est rentabilisé. Mais si des fois t'as pas envie d'y aller 2 fois dans le mois. Sûr. Et on en parle toutes les semaines de l'offre pléthorique qu'on a à la télévision et sur les plateformes. Des fois, t'as pas spécialement envie d'aller au ciné parce que des fois, il n'y a rien. On va pas se mentir, des fois, il n'y a pas d'offres qui correspondent. Alors, en général, on trouve toujours des trucs sympas. Mais c'est vrai que, bon, il y a peut-être d'autres trucs plus cool à faire. Certains mois où il fait très beau, il fait très chaud, on n'a pas forcément envie de s'installer dans un ciné, quoi. Oui, et puis parfois, t'as peut-être pas envie non plus de te forcer à aller voir des films juste pour rentabiliser ta carte de cinéma. Alors, oui et non, ça c'est quelque chose, c'est propre à chacun, mais c'est vrai que moi, des fois, ça m'arrive et j'aime bien. C'est vrai qu'il y a un côté un peu genre, j'ai entendu, tu vois, il y a des films qui sont des fois sur ma liste ou que je garde un petit peu en tête et je me dis, je les regarderai plus tard. Si j'ai une carte de cinéma, je vais peut-être y aller beaucoup plus facilement au moment de leur sortie, plutôt que d'attendre qu'ils passent à la télévision ou sur plateforme, tu vois. Donc il y a aussi ce côté un peu genre, j'ai la possibilité d'aller voir tous les films que je veux, j'ai le temps de le faire. Exactement. Mais non, mais voilà, en fait, tout ça, c'est un package. Alors déjà, on s'est vraiment concentré là sur les places de multiplex et notamment les multiplex premium. Mais j'ai même pas encore parlé du premium plus, qui est l'offre d'IMAX, de 4D, de 3D, etc. Mais bon, ça, à la rigueur, on peut les écarter puisque c'est des trucs, on va dire, événementiels qui font que tu payes un supplément. Mais je voulais un petit peu regarder parce que, évidemment, tout ça, c'est des impressions qui peuvent être parfois faussées par les cinémas qui sont à côté de nous, etc. Et on a une étude sur 2022 du CNC. Mais il se trouve que le CNC n'a pas encore publié son étude sur 2023. Donc le CNC, sur l'année 2022, donc a été publié, c'était début 2023, nous explique en fait que la moyenne des places de cinéma vendues en France, elle est à 7,20 €. Donc ce qui nous explique évidemment que on en a qui sont très chers, puisqu'on les voit nous-mêmes de nos yeux vus, mais il y en a qui sont vraiment pas chers du coup. Donc selon ce bilan annuel du CNC, donc le Centre National du Cinéma, il apparaît que 60% des billets ont été vendus en 2022 à moins de 7 €, et 42% des billets l'ont été à moins de 6 €. Donc ce qui montre bien qu'évidemment, ça pousse beaucoup du côté du premium pour que ça augmente à ce point-là, sur la moyenne. Sur la moyenne, exactement. Ouais. Donc la moyenne en 2021, c'était 7,04 €. La moyenne en 2020, c'était 6,63 €. Donc ça te montre quand même qu'on a grappillé des 60 centimes en l'espace de 2 ans. Mine de rien, et si je veux aller un petit peu plus loin, en 2000, c'était 5,39 € la place de cinéma en moyenne. Donc ça a stagné pendant assez longtemps en fait. Oui, ça a stagné autour des 6 € pendant très 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 longtemps, et là on a dépassé le 7 €. Et donc c'est intéressant à voir, puisque du coup tu vois que effectivement il y a des places qui sont vendues très cher, mais qu'il y en a d'autres, c'est encore possible d'aller chercher des places de cinéma un peu moins chères. Clairement, mais le truc aussi, c'est que c'est corrélé à l'inflation, et tout ce qu'on vit en ce moment, c'est très compliqué, et donc forcément, une période où les gens ont pas trop d'argent, si tu leur augmentes leur place de cinéma, ça va être encore plus compliqué pour eux. Bien entendu. Mais c'est des chiffres intéressants de voir que ça a stagné pendant longtemps et que le premium, justement, a fait son arrivée. Moi, encore une fois, le premium, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée si la technique, tu vois, permet d'avoir une meilleure image, un meilleur son, t'as du Dolby Atmos, t'avais le truc aussi qui était sorti à l'époque de La La Land en couleur, il y avait des salles couleurs qui étaient sympas, il y avait des choses comme ça. Si les infrastructures, en fait, se développent, si ça permet d'avoir des meilleures copies, si ça permet d'avoir des choses, tu vois, même des copies restaurées, si ça permet d'avoir des cinémas qui permettent d'avoir plus de place pour les gens, plus de, tu vois, des sièges plus agréables, des choses comme ça. Le fait de pouvoir réserver, c'est idiot, mais tu vois, c'est con, mais ça demande quand même une certaine logistique, tu vois, de pouvoir gérer sa réservation et tout. Tout ça, ça me va, quoi. Mais au bout d'un moment, en fait, vous coupez aussi sur d'autres coûts, et ça se sent. Vous coupez sur le coût du personnel, notamment. Bien sûr. Quand je vais dans mon cinéma, je n'ai plus personne, en fait. J'ai une personne... t'as des vigiles et puis quelqu'un qui badge ton billet, quoi. Voilà, c'est tout. Et maintenant, c'est des caisses automatiques, c'est des gens, voilà, je badge mes MLMs à 6,50 € tout seul, et je monte tout seul dans les étages, quoi.
Et je trouve ça un peu triste, en fait, parce que tu te dis, bon, bah, en fait, vous avez juste mis un écran géant et je me déplace et il y a plus d'interaction vraiment avec les humains, c'est un peu triste. Bon, c'est le monde est comme ça aujourd'hui, hein, mais voilà. Et tu dis, mais attends, mais faites-moi payer moins cher dans ce cas-là, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si vous payez même plus de personnel, c'est que au niveau des coûts, là, vous êtes justement en train de vous faire vachement de fric de côté et que vous pouvez vous permettre de réduire un petit peu quand même le prix du billet, quoi. Ou alors faites des offres promotionnelles aussi plus intéressantes de temps en temps, quoi. Je sais pas, par exemple, tu vois, même les places pour. Tu n'as peut-être pas les chiffres là, mais les places pour enfants de moins de 14 ans, à l'époque, c'était super intéressant, tu vois. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, je crois. En fait, j'ai pas les chiffres et je vois que ça pose la question dans le chat. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont pris le nombre d'entrées qui ont été vendues en 2022 et les recettes, du coup, en euros qui ont été générées sur toutes ces entrées. Donc, ils ont juste fait le ratio. Ce qui fait que donc tous les tarifs préférentiels, bah, c'est compté là-dedans. Tous les tarifs plein pot, c'est compté là-dedans aussi. Donc, les tarifs étudiants, c'est compté, puisque bah, un tarif étudiant, on va dire que c'est 6 €, 6,50 € ou 7 €. Bah, du coup, c'est compté dans le total des recettes. Donc, ils ont juste divisé le tout. Ce qui fait que bah, forcément, ça baisse la moyenne, là où certaines places plus chères, du coup, augmentent la moyenne. Mais on n'a pas le détail, malheureusement. Ouais, ça c'est un peu dommage. On avait fait une époque, nous, on a travaillé ensemble tous les deux. Tu te rappelles, on a fait une étude là-dessus. C'était en quelle année qu'on avait fait 2017. Ça 2017, donc ça remonte. On va pas trop reprendre les chiffres. Mais on va la prendre. Mais en la faisant, elle était intéressante cette. Mais on avait bien vu à cette époque-là que justement, tu avais une portée en fait de prix qui était très disparate en fonction de dans quelle ville tu te basais, sur quelle chaîne de cinéma tu allais. Et donc on s'était rendu compte, évidemment, que Gaumont-Pâté était le plus cher. Et que... Et le plus cher de Paris à l'époque, dans mes souvenirs, c'était Beaugrenelle. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Ça doit être toujours le cas, mais à mon avis, ils ont établi le prix un petit peu partout. Mais tout ça pour dire que je suis sûr que qu'on referait la même enquête cette année, en 2024, on aurait la même chose. Mais il y a un truc intéressant avec cette enquête qu'on va pas ressortir encore une fois parce que je pense qu'elle est plus viable du tout, mais elle est intéressante au niveau géographie aussi. De la France. Ça, c'est un truc qui m'avait fait marrer et j'aimais bien justement regarder cette carte pour ça parce qu'en fait, on voyait bien que à Paris, évidemment, tout était rouge, noir parce que c'était là où c'était le plus cher et que dans certaines régions, assez surprenamment, en fait, il y avait vraiment des cinémas pas chers du tout. Oui. Mais pourquoi on ne savait pas? Genre, pourquoi plus dans une région qu'une autre? C'était assez étrange, quoi. Et c'est des régions peut-être parfois plus reculées, on va dire, mais pas tant que ça, parfois. On sentait qu'il y avait des fois une volonté aussi de proposer un cinéma moins cher, et que certains multiplex n'étaient pas trop installés, donc c'était... Exactement. C'était plutôt ok, Et d'une manière générale, en fait, ça dépend vraiment du type de multiplex que tu vas utiliser. Oui. Typiquement, CGR est pas trop mauvais encore sur ses prix. Sur les prix, bien sûr. C'est pas des mauvais cinémas. Alors, il passe que de la VF, ça c'est le truc de CGR, mais c'est un gros souci, ouais. C'est ce que j'ai à la maison, moi, et ça me gêne beaucoup. C'est un choix aussi, hein. Moi je l'entends aussi. Hein. Nous on fait il y a de plus en plus de gens qui regardent de la VO, hein. mais c'est vrai que CGR, je pense qu'il fonctionne très très bien parce qu'il y en a plein qui s'en foutent de regarder des films en VO. Donc, et j'aimerais beaucoup que CGR ait une offre d'abonnement pour le coup. Oui, ils ont rien, c'est que des cartes dans mes souvenirs. C'est que des cartes. C'est que des cartes à la... Ouais, c'est ça. Mais donc voilà un petit peu pour le paysage du prix français pour les places de cinéma. J'ai vu sur le chat sur YouTube Steve qui nous expliquait qu'en Belgique, t'en as pour quasi 30 € à deux. Donc tu vois, c'est vraiment... Ah, c'est ça en fait, c'est quasi ce que je disais. Donc c'est pareil en Belgique. Et je m'étais fait cette réflexion, effectivement, une année où on était allé à Bruxelles. Et on avait regardé un petit peu ce qui passait en salle, et en fait, quand j'avais vu le prix, j'ai fait non, en fait. C'est bien trop cher. Désolé. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait Aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Non, mais aux États-Unis, laisse tomber. Mais est-ce que ce serait pas le moment, justement, d'embrancher sur comment est-ce qu'on fait pour payer un petit peu moins cher sa place de cinéma? C'est une très bonne question, bien sûr. Mais alors, la réponse, elle est vite répondue. Elle est plurielle. Et la réponse, elle est plurielle. Elle est évidemment plurielle. Alors déjà, évidemment, le truc de base, c'est d'avoir une carte. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, c'est d'avoir une carte abonnement solo, abonnement duo, etc. Tout ce qui est proposé, en fait, quand c'est possible, bien sûr. Tu l'as dit, c'est pas forcément possible. Donc après, tu as les cartes aussi dans certains cinémas. Je parle pas de cartes d'abonnement, mais je parle vraiment de places, en fait. Ils appellent ça des cartes aussi, mais c'est des places. Ça peut permettre de payer moins cher. Moi, je pense que la meilleure solution,
au-delà d'un abonnement, en fait, c'est les CE, en fait, c'est les comités d'entreprise. Ouais. C'est idiot, et tout le monde le sait, on ne l'apprend à personne, hein. Mais c'est vrai qu'un comité d'entreprise, des fois, peut vous permettre de payer bien moins cher vos places de cinéma. Parfois, vous rembourse aussi vos abonnements. Moi, ça m'est arrivé de me faire rembourser en intégralité mon abonnement à l'année pour le cinéma. Bon, tu fais une croix sur un abonnement de sport, mais d'un côté, pendant un an, tu as un abonnement au cinéma, ce qui est pas mal du tout. Évidemment, à part ça, c'est compliqué, hein, je trouve, moi, d'avoir des séances du matin dans certains cinémas aussi. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un CE qui met de l'argent dans des places de cinéma. Parce que parfois, on est dans des entreprises qui sont trop petites, ou on travaille en indépendant, des choses comme ça. Alors évidemment, oui, bon, les séances du matin, tu le disais. Alors parfois, il y a des séances événementielles aussi dans des salles de cinéma, où c'est un peu moins cher. Alors évidemment, il y a les grandes périodes du printemps du cinéma et de la fête du cinéma, donc où là ta place elle est à 5 € et c'est plancher, donc il y a ce truc là. Bon, évidemment, quand on a des circonstances un peu particulières, quand on est chômeur, quand on est étudiant, quand on est chômeur, je suis même pas sûr, hein. Étudiant, c'est pareil, hein. Il y a des fois où même les ciné maintenant ne proposent plus grand chose, quoi. Enfin, c'est donc, alors parfois, à une époque, je sais que c'était le cas quand on est accompagnateur de quelqu'un qui est abonné. On peut avoir un tarif, mais c'est plus le cas, je crois. Oui. Alors, il y a une façon d'aller au cinéma gratuitement, c'est d'avoir une carte de critique de presse. Ah, c'est vrai. Mais alors, faut l'avoir. C'est-à-dire que personne ne l'achète. Je vous déconseille de poursuivre cette voie parce que ça risque d'être compliqué. C'est compliqué. Mais au final, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a des séances dans des festivals, parfois, où c'est moins cher. Dans des cinémathèques aussi. Alors là, du coup, tu vas avoir du mal à aller voir des films récents, mais voilà, si tu as envie d'aller voir du ciné, tu peux. Ouais, complètement. Après, tu parles de séances spéciales. Moi, j'ai un cinéma, par exemple, à côté du multiplex, d'ailleurs, qui est en centre-ville. Ce cinéma est aussi en centre-ville. Il est génial parce qu'en fait, j'en avais déjà parlé dans l'émission, il fait une programmation à contre-temps, en fait. Il programme le mois suivant la sortie des films. Et c'est super parce qu'en fait, tu as le temps de rattraper tes films, c'est moins cher, le cinéma a de la gueule, c'est trop bien. Et voilà, en fait, c'est ce genre de cinéma que je privilégie aujourd'hui. Pareil, si je vais voir, par exemple, là, je l'ai raté, c'est un exemple parce que je sais qu'il faut que je le voie, mais Perfect Days de Wim Wenders. Perfect Days, c'est le genre de film que tu vas plutôt privilégier, je trouve, dans un cinéma d'art et d'essai. Plutôt que dans un multiplex, tu vois. Civil War, je me dis, c'est pas un film que j'ai envie spécialement de voir dans un pâté ou dans un UGC, même si ça fait pam pam boum boum un petit peu. Mais je me dis, c'est un film que je peux très très bien voir aussi dans un cinéma un peu plus bien entendu intime, tu vois, moins. Alors qu'Avatar 2, oui. Je vais me faire chier, mais je préfère me faire chier dans un multiplex, tu vois. Oui, bien sûr. Donc évidemment, si vous en avez l'occasion et si vous êtes dans une géographie qui vous permet d'aller voir des films dans des cinémas plutôt d'arrêt-essai ou de contre-programmation, en général, c'est des cinémas qui pratiquent pas des prix au-delà de 10 €. Et qui parfois aussi ont des offres d'abonnement, où vous pouvez du coup payer un tarif à l'année, et vous avez un tarif à la place de cinéma à moins cher. Donc ça, c'est évidemment important de le souligner. Il y a aussi des cinémas qui proposent d'acheter des cartes prépayées avec X places dedans, et ces X places, en général, elles sont moins chères que si vous achetez un plein pot immédiatement. Donc voilà, typiquement, c'est ce genre de solution que moi j'aurais tendance à vous proposer. La meilleure, à mon sens, c'est plutôt le CE. Si vous avez un CE qui justement pousse un peu la culture, c'est pas toujours le cas. Si vous avez des potes qui utilisent pas leur subvention CE cinéma, vous pouvez aussi essayer de temps en temps de leur sonner un petit peu pour qu'ils vous les filent. Ça peut être une solution. Carrément. Et puis, plus petit cinéma égale en général plus petit tarif. Et en général, quand on achète en lot, d'une manière générale, CGR, typiquement, tu peux acheter 10 places, et le coût de revient de la place est moins cher que la place solo. Un tarif, normal. Donc voilà. Il y a des solutions. C'est qu'il faut, voilà, il y a des solutions. De payer Après, plus cher d'un coup pour. Ça va pas changer le fait que vous ayez toujours la même offre de films
dans ces cinémas. Donc évidemment, si vous savez que vous n'allez pas trop aller au cinéma dans les 6 prochains mois, bah achetez pas de cartes prépayées qui vont se périmer. C'est évident. Même chose pour les abonnements. Ça sert à rien de vous abonner sur 6 mois si dans les 6 prochains mois vous comptez pas aller au cinéma. Mais donc voilà, faut être un peu raisonné et puis bon bah peut-être choisir un petit peu plus les films qu'on va voir. Même si bon bah moi parfois j'aimerais bien plus aller au cinéma. Mais bon, là, parfois, il faut faire un petit peu attention, quoi. Oui, bah on n'a pas forcément le choix. Un truc qui m'intéresserait en y repensant, en ayant parlé de cette carte de France, en fait, des cinémas chers et pas chers, j'aimerais bien voir dans le monde, en fait. Je sais qu'il y a quelque chose qui est fait et que j'adore, c'est le prix du Big Mac dans le monde. Oui. Et donc, en fait, ça te permet un petit peu de situer un pays, son économie, comment il se porte, etc. Et le prix du Big Mac, des fois, tu te dis, ah, sérieusement, il est à 3 € à Tokyo, alors que chez nous, on le paye, je sais pas, 6 balles, j'ai pas le chiffre, mais on le paye cher, quoi. Tu dis, ah ouais, mais en fait, ouais, d'accord. Donc, c'est complètement différent, quoi. Et donc, j'aimerais bien voir un petit peu les prix des cinémas. Je vais essayer de me renseigner et de trouver des stats. Ça serait intéressant. De voir. Après, voilà. Des pays, quoi. Le cinéma, c'est aussi un produit culturel, c'est aussi une expérience qu'on partage en général avec des gens. Et donc, du coup, bah. Voilà, tu vois, bah, hier, je suis allé à un concert avec mon frère. Ça nous a coûté une certaine somme d'argent. On a passé une bonne soirée, tu vois. Et bah, maintenant, j'ai l'impression que on se dirige un peu vers ce genre de consommation du cinéma où on n'y va pas tous les jours. Mais par contre, quand on y va, on se fait plaisir, tu vois. Tu vas au restaurant avant ou après, tu te prends du popcorn et tout, et tu vas voir un film un peu événement. Et ça, c'est un truc dont on s'était parlé justement il n'y a pas si longtemps que ça, dans un gros sujet. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage, mais c'est aussi ça que pousse l'expérience premium de certaines salles multiplex pour le coup. Alors, il y a 2 soucis là-dessus. Après, on va quand même conclure, hein, parce que sinon, il y a d'autres trucs à dire. Pour moi, il y a un souci premier, c'est le fait que ça pousse des films particuliers de faire ça. Le premium pousse évidemment des Dune 2, des Avatar, des choses comme ça. Et les petits films indés, bah, ils n'ont pas forcément nécessité à être dans des grandes salles super cosy, super confort. Tu vois, bon, déjà, ça pose un petit souci là-dessus. Le deuxième, c'est que, bah, évidemment, c'est bien parce que tu profites d'une expérience, mais tu peux pas emmagasiner beaucoup de culture cinématographique avec ça. C'est-à-dire que moi, je vais parler comme un vieux con, mais j'imagine que toi aussi, quand on était plus jeune, et moi quand j'étais ado, je suis allé au ciné, mais tellement de fois, en fait. J'avais regardé je sais pas combien de films dans l'année, mais au cinéma, tu vois. J'y allais tout le temps, parce que c'était pas trop cher, en fait. Mais même dans les... exactement, en fait, dans le ciné dans lequel je vais aujourd'hui, encore aujourd'hui, les places étaient ok, en fait. Elles étaient chères, hein, on savait qu'elles étaient un peu chères. Mais c'était complètement abordable pour des adolescents, tu vois. Oui. Maintenant, pour un adolescent, évidemment qu'il ira jamais. Déjà, il y va plus. Il y va plus parce que voilà. Mais même s'il y allait, putain, faut se lever tôt, hein, faut mettre de l'argent de côté. Mais ça, c'est un vrai problème. Ah oui. Et donc, je pense que pour la culture ciné, ça fout un coup à la culture ciné aussi. De fou. Bon, est-ce que c'est dramatique? Non, mais dans ce cas-là, rien n'est dramatique. Mais moi, ça m'embête un peu, tu vois, de voir que ça empêche peut-être des... Mais non, mais à trop pousser ce genre d'usage, en fait, tu les bloques à une certaine partie de la population, et c'est problématique, en fait, parce que, bah, t'imagines, du coup, les gosses de nos jours, en fait, ils auront plus l'habitude d'aller au cinéma. C'est dommage, moi, je trouve. C'est dommage, après tout se transforme, hein. C'est ce que disent aussi beaucoup de réalisateurs, c'est aussi pour ça que, là on va partir sur notre sujet donc on va pas le faire maintenant, mais c'est vrai que les médias se transforment, les médiums se transforment, et donc forcément la diffusion aussi, et nous on fait les vieux cons, hein, encore une fois, hein, parce qu'on a connu cette époque-là. Dans 20 ans en fait on disait ah oui le ciné, vous alliez vous asseoir et tout, c'était rigolo face à un écran. Genre, bah ouais en fait tu vois ce sera peut-être ça, ce sera juste ça quoi. C'est un truc qui est très récent quand il pense dans l'histoire de l'humanité, hein, comme art, le cinéma. C'est rien en fait, c'est tout petit, le cinéma, tu vois, ça a tout à prouver encore quoi. Et donc ça peut partir dans plein de directions. Faut pas, je pense qu'il faut pas qu'on reste bloqué là-dessus, quoi. Mais après, faut pas non plus qu'on soit obligé de payer très très cher. Moi, quand je vais au musée, je regarde des peintures, bah, je paye pas 30 balles, tu vois, pour regarder des peintures, quoi. Ça me paraîtrait un peu trop cher. Donc voilà, c'est un art, mais il faut que ça reste un art accessible, quoi. Oui, c'est surtout qu'en plus, le cinéma est né justement comme un art accessible et populaire, oui, voilà. Et il l'est de moins en moins. C'est ça qui me rend triste, en fait, un peu. Mais... Parce qu'au final, les chiffres mentent un peu sur les chiffres de recettes. Ça génère toujours beaucoup de recettes, le cinéma.
Mais quand tu regardes, en fait, il y a moins de gens qui y vont. Mais c'est juste que vu que c'est plus cher et que tu dépenses pour des bonus et des suppléments à IMAX, etc., en fait, ils s'y retrouvent. Mais il y a quand même moins de monde qui y va, quoi. Oui, oui, clairement. Bref, c'était ce qu'on voulait vous dire sur le cinéma. Est-ce que c'est trop cher? La réponse est oui. Il y a quand même des solutions pour le payer un peu moins cher, mais ça reste de moins en moins évident, de nos jours en tout cas, de ce qu'on en voit et de ce qu'on s'en est dit avec le chat aujourd'hui. C'est le moment du radar des sorties, je crois. Hein. Exactement. Oh là là, c'est ton rôle. C'est mon rôle, j'ai pas mal de petits trucs pour vous cette semaine, avec le 1er mai, la sortie de The Fall Guy en salle. Après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, un cascadeur va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie tout en bravant la mort tous les jours sur les plateaux. C'est un film de David Leitch avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Voilà, c'est l'homme qui tombe à pic, hein, très littéralement. C'est l'adaptation, ouais. Mais moi je suis très chaud. Moi je suis super chaud. J'aime énormément Bullet Train. Je l'ai vu, je l'ai revu. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce film. Du David Leitch et puis franchement du Ryan Gosling dans ce genre de rôle, moi ça me va. Ouais, bah ça rappelle un peu The Nice Guys quand ils faisaient le début et tout. C'est super. Ouais, je suis très chaud. Ça a l'air très cool. Donc c'est le 1er mai que ça sort. Une ressortie à signaler également pour ses 25 ans. Oui, cela ne nous rajeunit pas. Star Wars La Menace Fantôme ressort dans les salles de cinéma le 4 mai, du coup, pour May the 4th. Et à ce sujet, d'ailleurs, vous pouvez regarder dans vos salles de cinéma, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des marathons Star Wars qui soient prévus autour de cette ressortie pour le 25e anniversaire. Alors, c'est pas le meilleur Star Wars, on est bien d'accord, mais c'est le premier Star Wars que j'ai vu en salle, donc peut-être que ça me donnera envie d'y retourner. En streaming aussi, 2 petites choses à vous signaler. Unfrosted, l'épopée de la Pop-Tart qui sort le 3 mai sur Netflix. Alors, je vous fais le pitch. Michigan, 1963. Kellogg's et Post, 2 entreprises rivales de céréales, cherchent toutes les 2 à inventer une pâtisserie qui pourrait révolutionner le petit déjeuner. C'est un film de Jerry Seinfeld, avec Hugh Grant dans le rôle de Tony le Tigre, avec Melissa McCarthy, Amy Schumer et Jerry Seinfeld lui-même. Ça sort le 3 mai sur Netflix. Et une dernière chose à vous signaler pour le 4 mai, à nouveau, May the 4th, un petit contenu Star Wars qui s'appelle Star Wars Tales of the Empire sur Disney+. C'est une série d'animation qui fait suite à Tales of the Jedi. Cette fois, ça s'intéresse à l'Empire Galactique avec un certain nombre de personnages que vous connaissez, notamment Morgan Elsbeth qui apparaissait dans Mandalorian et dans Ahsoka. Voilà pour les amateurs de Star Wars qui sont plutôt servis cette semaine. Nickel. Voilà pour le radar des sorties, c'est le moment des recos. Et tu vas enfin pouvoir nous parler de Civil War, Adrien. Tout à fait, Civil War d'Alex Garland que je suis allé voir ce week-end. Hein, j'en ai parlé, la place à 15 € et quelques. Alors on essaie de rentabiliser. Civil War que j'attendais un petit peu quand même parce qu'il y avait un bon buzz aux États-Unis quand il est sorti. Je l'ai dit pendant point box-office, c'est un film qui cartonne pour le studio A24. Donc voilà, il y avait quelque chose autour de ce film-là. Le pitch du film, c'est que les États-Unis sont en guerre civile. Civil War porte bien son titre. Alors, je sais plus exactement quel état des États-Unis sont en guerre, mais en gros, dans mes souvenirs, la Californie et le Texas sont ensemble, ce qui est complètement lunaire et ce qui normalement ne devrait pas fonctionner, mais pourquoi pas. Les libéraux et les conservateurs qui se fightent ensemble, pourquoi pas. Et ils affrontent en fait les armées du gouvernement, quoi. Et donc, les États des États-Unis s'affrontent. Et au milieu de tout ça, il y a des journalistes qui vont couvrir en fait l'événement, quoi. Comme n'importe quel théâtre de guerre qu'on a dans le monde entier, eux, ils vont couvrir l'événement sur leur territoire. C'est des journalistes américains et ils bossent pour le New York Times, ils bossent pour des journaux bien connus. Et on retrouve parmi ces journalistes une interprétée par Kirsten Dunst. Kirsten Dunst qu'on avait vu évidemment en Mary Jane Watson dans Spider-Man et dans bien d'autres films et séries. Wagner Moura aussi, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui était Pablo Escobar, évidemment dans la série Netflix, et qui faisait la voix du méchant dans Le Chapeauté 2. Et il le fait extrêmement bien, c'était un super acteur. Et d'autres acteurs bien connus comme Jesse Plemons, qu'on a vu dans Breaking Bad, qui a un rôle très court. Apparemment, il aurait été embauché 3 jours avant le tournage parce que voilà, l'acteur qui devait jouer son rôle ne pouvait plus venir, et donc lui, il a débarqué. Il faut savoir que c'est le mari de Kirsten Dunst, ce qui aide, je pense, pour arriver sur un tournage en 2 secondes. Et il a un super rôle. Il a vraiment un super rôle ultra flippant. Donc voilà, vous vous rappellerez de sa scène. C'est le militaire avec les lunettes roses.
Donc, on arrive à un film qui parle de guerre civile, mais qui paradoxalement ne parle pas du tout de politique, en fait. C'est étonnant, c'est un parti pris, c'est-à-dire qu'en fait, on suit vraiment l'avancée de ces journalistes jusqu'à Washington, quoi. Pour, en gros, je spoil vraiment très peu, c'est le début du film. Leur but, c'est d'aller interviewer le président qui est bunkerisé depuis des mois et des mois à Washington, à la Maison-Blanche. Il a donné d'interviews à personne depuis, je crois, 14 mois. Et l'idée pour eux, c'est d'aller choper en fait, un mot du président et qu'ils aient l'exclu, quoi. Ouais. Parce qu'ils savent que tout ça, ça va tourner au vinaigre assez vite. Et donc, ils sont sur les routes des États-Unis et en fait, ils voient des trucs à droite à gauche, des rednecks qui commencent un peu à faire leur loi à eux, des Américains, est-ce que c'est vraiment des Américains, qu'est-ce que c'est être Américain, etc. Voilà. En fait, ça dit pas grand-chose sur l'Amérique, je trouve. En fait, ça parle pas vraiment politique. C'est plus le résultat d'une guerre civile et ce qui peut se passer pendant une guerre civile. Le fait que évidemment, avec un pays fracturé comme le leur, ça peut se produire, quelque chose comme ça, et donc il y aura des milices, il y aura des gens qui vont se taper dessus, qui vont se tuer, le gouvernement qui va faire des choses. Par exemple, ils disent souvent ça, leurs parents en général aux héros préfèrent rester dans leur ferme à eux, tu vois, dans le Montana, dans le Colorado, des choses comme ça, parce que pour eux ça n'existe pas. Ouais. Tu vois, ils ferment les yeux, ils se voilent la face. Mais c'est pas très politique en fait. Donc, d'accord. Je trouve pas si intéressant que ça le film. Okay. Tu vois où il va d'ailleurs. Très bien filmé par contre, super bien filmé, super bien rythmé, super bien incarné. Kirsten Dunst, elle est super. C'est une meuf qui est au bout du rouleau en fait. On le voit un petit peu dans le film. Il y a des flashbacks de ses anciens reportages où elle était, tu vois, au Moyen-Orient, dans des pays en guerre, des pays très difficiles, en Afrique et tout. Et là en fait, elle vit la même chose dans son propre pays. Ce qui est très compliqué, je pense, à vivre pour un journaliste, tu vois, de guerre. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Quelque chose comme ça dans un pays où la démocratie règne en maître, c'est pas normal quoi. Et donc elle est lessivée, ça se voit dans ses yeux et à part ça, t'as pas grand chose quoi. C'est pas vraiment un film sur la politique, c'est plus un film et même pas sur le journalisme entre guillemets quoi. C'est plus un film sur la réaction à quelque chose quoi, réaction à un pays en guerre quoi. Le pays est en guerre, ok, mais tu t'intéresses pas plus que ça de savoir pourquoi ils sont en guerre, qu'est-ce qui s'est passé, on te le dit jamais. C'est pas ce qui intéresse Alex Garland en fait. Il veut pas du tout savoir, il veut pas du tout s'intéresser au sujet. Lui, il veut juste te dire si ça arrive, ça se produira de cette façon. D'accord. En gros, quoi. Genre, tu sais, ils disent ça en anglais, c'est cautionary tale. Genre, c'est un message d'avertissement, quoi. En gros, exactement. Si Trump revient et qu'il y a, tu vois, une scission de l'Amérique, ça peut se produire de cette façon-là, quoi. D'accord. Donc, est-ce que c'est si intéressant que ça? Moi, je trouve pas. Est-ce que le produit en tant que film, il est bien? Oui, il est plutôt ok. Il est plutôt bien rythmé. Encore une fois, très bien filmé et intéressant sur certains sujets, certains aspects. Mais ça en ferait pas un grand film, quoi. D'accord. Donc, voilà. Ouais. Donc un peu déçu, quoi. Un peu déçu. Ouais, bah écoute, ça déchauffe un petit peu. Je comprends. Mais tu as le droit d'avoir ton avis. Merci de le partager. Mais encore une fois, je termine juste sur la réal, et c'est vrai qu'il y a un final qui est assez haletant, et c'est super, quoi. Mais en fait... Ça rime à quoi? Exactement, ça rime à quoi, mais dans ce cas-là, file ça à Michael Bay, quoi. En fait, genre, si tu veux faire un truc de guerre civile, file-le à Michael Bay, ce sera aussi bien, quoi. Et Michael Bay, moi, je ne vais pas lui demander de faire la politique à Michael Bay, tu vois. Oui, Alex Garland, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus fin, en fait, dans son traitement. Oui, c'est vrai. Et même des trucs sur les rednecks ou des choses comme ça, j'aurais dit, va plus loin, c'est dommage, là, il y a quelque chose à faire, quoi. Donc, bref. Très bien. Bah écoute, merci pour cet avis. J'irai peut-être le voir quand même, ça m'intéresse. Je voulais vous faire mon retour sur la série Shogun, série qui a un peu fait l'événement par surprise fin février 2024, série qui est disponible sur Disney+ en France. C'est une série FX en fait, qui est balancée sur la plateforme Hulu aux États-Unis, alors que mon chat est en train de défoncer mon bureau visiblement. Mais vraiment une série un peu à contre-courant de ce qu'on est capable de faire, parce que c'est une série à 90% parlée en japonais. Ouais, facile. Et donc, tout est sous-titré, bien sûr. Donc, le pitch, rapidement. On est en l'an 1600 au Japon, complètement le Japon féodal, et on va suivre les aventures de 3 personnages principaux. Le premier, c'est un seigneur japonais qui s'appelle le seigneur Toranaga, qui est joué par Hiroyuki Sanada, et qui en fait est un petit peu isolé par rapport au jeu politique des autres seigneurs du moment, qui veulent tous plus ou moins l'évincer.
Donc évidemment très dangereux la position dans laquelle il se trouve. Ensuite on a une femme qui est traductrice, qui s'appelle Mariko Sama, qui est du coup utilisée par le Seigneur comme étant la traductrice d'un Anglais qui est pilote d'un bateau qui s'échoue en fait sur les côtes du Japon. Et, Attends, un Anglais ou un Portugais? Parce que tu sais, il y a un truc comme ça. Alors en fait justement, donc c'est vraiment la période où on a des Portugais qui viennent christianiser le Japon et en profiter évidemment pour tirer un petit peu l'argent qu'il y a au Japon. Et au même moment, du coup, cet Anglais arrive sur les côtes japonaises pour lui poursuivre un petit peu la guerre sainte, justement, parce que lui est protestant et l'Angleterre est protestante, et essaie de gagner un petit peu la cause des nouveaux pays qui sont en train d'être découverts à ce moment-là. Donc lui, évidemment, est très anti-portugais, et les Portugais essaient un petit peu de les rincer comme ils peuvent. Et donc, il est un peu pris sous l'aile de ce seigneur japonais, et donc apprend un petit peu ces coutumes-là, mais bon, c'est compliqué, parce qu'il parle pas japonais, donc il a besoin de cette traductrice. Donc, je vais pas du tout vous faire le plus de bisous, hein, plus de tout ça. Bon, voilà. Mais en gros, en fait, c'est vraiment déjà comment ça s'appelle, la découverte de quelqu'un qui connaît pas du tout le Japon, et donc ses coutumes qui, pour un Européen de cette époque-là, sont extrêmement étonnantes. Et de la même manière, les Japonais... Bon, en 2024 aussi, hein. C'est pas faux. Bon, on se fait un petit peu moins seppuku quand même au Japon en 2024. Ça coupe moins de tête quand même en ce moment. Ouais. Exactement. Mais et évidemment, les Japonais qui considèrent cet homme comme un barbare. Donc il y a voilà, cette dynamique-là. Le fait que c'est extrêmement bien produit. C'est-à-dire que il y a des décors qui sont superbes, il y a des costumes qui sont absolument splendides. C'est assez fascinant en fait, la façon dont ils sont allés reproduire tout ça. Alors ça a été un petit peu tourné au Japon. Mais ça a été surtout tourné, je crois que c'est dans les forêts du Canada. Canada ? Ouais, c'est ça. Et ça se voit un petit peu parce que c'est un peu grisou. Un peu tout le temps, c'est un peu, tu te dis oui, peut-être que c'est le Japon, mais parfois j'ai quand même l'impression que bon, pourquoi pas. Moi je suis un peu gêné par la photographie un peu grise un peu tout le temps. Ça c'est un truc qui m'a gêné. Sur un autre truc qui m'a gêné, c'est le personnage de l'anglais qui est joué par Cosmo Jarvis est joué quand même par une huître. Enfin, c'est un peu... qui est le sosie de comment Mad Max, merde. Oui, Tom Hardy. Ah, de Tom Hardy, c'est ouf. Et en fait, moi je suis un peu gêné par son... Oui, c'est vrai qu'il se ressemble un peu. Je suis un peu gêné par son jeu qui est très dans... pas d'expression... pas de réaction, rien du tout. Enfin, c'est un peu étonnant pour un personnage qui est un peu volubile par moment. Donc honnêtement, je suis un peu déçu de ce point de vue-là. Il a des choses à jouer pourtant. Hein. Bon, après Hiroyuki Sanada et Anna Sawai, c'est très bien, mais honnêtement, ouais, un petit peu déçu par ce personnage un peu clairement principal, où en fait il se passe rien, notamment sur les premiers épisodes. Et tout ça pour dire que bon, là, ça c'est les trucs un petit peu qui m'ont gêné. Dernier truc qui m'a gêné, c'est les focales qui sont utilisées par la série, où tu vois en fait les déformations d'un effet un peu fisheye sur toutes les lignes un peu droites. Il y en a beaucoup évidemment dans le Japon féodal, où ça déforme et tout, et puis même parfois t'as du noir sur tes coins d'écran, et tu fais... Alors, bon, je me suis renseigné, a priori, c'est un choix conscient qui a été fait par la production. Je sais pas si je suis d'accord, mais écoute, c'est un peu surprenant, et parfois ça me sort un peu du truc. Alors... Très précis, je regarderai ça, mais ouais, ok. En fait, à partir du moment où tu le vois, tu ne peux plus voir que ça. Je suis désolé de vous l'avoir dit du coup. Okay. Mais bon, je t'avais partagé un article justement où les créateurs s'expliquent là-dessus, et je trouve que c'est
C'est vite fait comme explication? Ouais. En fait, je comprends l'idée, mais au final, ça tient pas. Puisqu'il continue à l'utiliser sur la fin de la série. Et là où il devrait plus le faire, justement. Donc je suis un peu déçu là-dessus. En revanche, sur le global, c'est vraiment une excellente série. Il faut quand même le préciser. On nous l'a vendu un petit peu comme un Game of Thrones au Japon féodal, etc. Vous attendez pas à voir de la bataille, des trucs à grande échelle, etc. C'est vraiment une série qui est politique. C'est vraiment une série qui parle énormément des coutumes du Japon, etc. Et parfois même, qui est un peu décevant, notamment dans son épisode 10, où on te dit, bon bah, normalement ça va péter. Mais en fait, même pas. Parce que c'est pas l'objectif. En fait, non mais tu te rends compte que c'est pas l'objectif, je vous en parle parce que je pense que c'est important de le savoir. Dire que c'est anticlimatique, tu spoil. Attention. Non mais tu verras. Mais vous attendez pas à une bataille des bâtards dans l'épisode 10. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. De toute façon, si tu regardes le début, tu vois que c'est pas ça. Enfin, moi j'ai regardé les deux premiers. Ouais, juste pour dire que c'est une série qui est lente, qui prend son temps, qui fait exprès. Et moi je trouve que c'est assez intéressant à suivre. Faut juste pas s'attendre à un truc qui va péter dans tous les sens et voilà. Non mais c'est l'aspect politique de Game of Thrones mais tout le temps en fait. Exactement. Ouais, c'est très bien. Et franchement, moi c'est une des meilleures séries pour l'instant de 2024. Il y en a eu quelques-unes, des très belles séries déjà en 2024. Ouais, on est plutôt gâtés cette année. Mais c'est un vrai succès. Je suis assez persuadé qu'ils vont choper beaucoup de prix aux Emmy Awards, notamment sur les prix de production. Le production design, le costume design, des choses comme ça. House of Samurai, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc, je ne l'ai pas précisé, mais c'est adapté d'un roman de James Clavell qui est sorti en 1975, qui avait déjà été adapté en 1980 en série, avec Toshiro Mifune et Richard Chamberlain. Et moi, j'ai pas vu la série originale. On m'a dit que c'était assez différent. Mais voilà. Moi, en tout cas, je vous recommande Shogun, parce que c'est un bon visionnage. Trop bien. Bah vas-y, de toute façon moi c'est sur ma liste et faut que je continue, j'ai maté le début. Voilà. Sur Disney+, 10 épisodes entre 50 et 60 minutes. Je te propose, vu que j'ai beaucoup parlé, de garder ta dernière reco pour la semaine prochaine. Oublié, je peux la faire en 2 secondes. Sauf ouais, si vas-y. Non, en fait en gros j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé, alors vous allez comprendre pourquoi. J'ai regardé ce week-end un film sur Disney+, qui s'appelle Greatest Hits, qui en fait est l'histoire assez mignonne. En fait c'est une sorte de comédie romantique film indé d'une fille qui perd son mec dans un accident de voiture. Elle a survécu. Et 3 ans plus tard, en fait, elle est toujours en boucle sur ce type-là. Elle n'arrive pas à faire son deuil, quoi, en gros. Sauf que elle a le pouvoir de remonter dans l'histoire qu'elle a vécue avec ce type en écoutant des chansons. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle écoute un certain morceau qu'elle a écouté au moment où elle était avec lui, ça lui permet de revivre ce moment. C'est-à-dire que si par exemple elle passe, je sais pas, les Let It Be des Beatles et qu'ils étaient ensemble en train de discuter à ce moment-là, en fait elle va revivre exactement ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est trop cool en fait, je trouve comme principe c'est génial. Et en fait elle, son but, c'est de retrouver le moment où il est allé acheter un fauteuil dans une brocante, ce qui fait qu'il a pris la voiture en fait pour y aller. Et il a eu cet accident de voiture. Et donc, elle sait qu'il y a eu de la musique à ce moment-là, mais elle n'arrive pas à retrouver cette musique-là. Ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle prend plein de vinyles et elle en écoute, elle fait des vinyles testés, pas testés, etc. Sauf que le problème, c'est que ça, c'est bien quand tu veux faire des tests, mais au quotidien, quand elle écoute de la musique dans la rue, dans la voiture, dans un café, et ben, ça lui ramène aussi à certains moments de sa vie qu'elle a vécu avec ce type-là. Donc, d'un coup, en fait, elle va tomber sur la table et se retrouver dans son passé. Et les gens vont la prendre pour une folle, enfin c'est un peu bizarre quoi. Et donc pendant tout le film tu te dis mais attends, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle a un truc dans la tête, est-ce qu'elle peut vraiment remonter le temps, est-ce qu'elle peut vraiment changer le passé, etc. Et en même temps t'as une super BO, c'est très mignon, c'est super et c'est très bien joué. Et oui voilà, j'en viens aussi au fait que j'ai fait mes devoirs. C'est parce que dans ce film, il y a l'acteur, j'ai perdu son nom, David Corenswet. Et David Corenswet est le prochain Superman chez James Gunn, et je n'avais jamais vu en fait un film avec David Corenswet. Il joue pas non plus super bien. Bon, en tout cas dans ce film-là, quoi. Donc voilà, c'est pas nice. Mais il est beau gosse et il a la carrière de Superman, donc c'est tout ce qu'on lui demande, quoi. Mais bon, il est pas incroyable, mais il est pas mauvais non plus, quoi. Mais voilà.
Mais en tout cas, je conseille. Petit film très mignon, avec une super BO, comme je l'ai dit, je l'écoute là. Le pitch est cool. Le pitch est super, et la BO est bien parce que vraiment ça passe de Roxy Music à des trucs, même jusqu'à du Nelly Furtado dans l'idée. Enfin, c'est rigolo, il y a des trucs un peu cool et c'est des films un peu sympas, un peu tranquilles. C'est des films très Los Angeles, tu sais, dans l'idée, c'est des films où tu sens que ça a coûté peu d'argent parce que c'est vraiment tourné dans la ville de LA avec des jeunes cool qui boivent des cafés, des trucs comme ça. Quoi, mais c'est de la romance, on en fait plus beaucoup, on les fait pas cher. Il fait pas cher, même si c'est un faux film indé, parce que c'est Fox, Searchlight qui sont réputés pour faire les films indés. Et maintenant, en fait, c'est devenu une grosse machine, Fox. Mais voilà, non, un film que je conseille, quoi. Trop bien. Qui est pas mal du tout. Ça a l'air stylé. Yes. Et ben super. Voilà. C'est la fin de cet épisode 45 de Pop News, avec toutes ces recos. Ces belles recos, je vois dans le chat des gens qui recommandent About Time, et comment ne pas le recommander, cet excellent film. Qui est même plus qu'une comédie romantique. Hein. Ah oh, bah largement, oui. Ouais, complètement. Ouais. Quel incroyable film, je l'adore. Et bah écoutez, c'était un plaisir, comme d'habitude, de vous avoir avec nous pour discuter pop culture cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 46, bien entendu, avec de nouvelles news, de nouvelles brèves, un nouveau sujet, un nouveau point box-office et un nouveau radar des sorties, bien entendu. Et puis, bah merci à tous. Qu'est-ce qu'on vous donne comme devoir d'ici la semaine prochaine ? Et ben toujours les petits likes, les petits commentaires, les petites étoiles sur les applications de podcast, et puis allez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur TikTok, sur Dailymotion, sur YouTube. On va peut-être bientôt passer la barre des 30 000 abonnés, donc n'hésitez pas à nous aider là-dessus. Et puis si vous voulez aider à financer cette émission, vous pouvez le faire sur notre page Ko-fi. Merci à tous, puisque vous aurez aussi la possibilité de participer à l'émission si vous en avez envie, via des questions que vous pouvez poser sur notre page Discord, que vous pouvez rejoindre aussi. Je crois que j'ai tout dit. Et au moment de clap out, merci à tous. Et puis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Salut. Salut à tous.